Je vais tout de suite laisser la parole à Philippe Chaffanjon de Grenoble pour sa communication sur la prise en charge des hyperaldostéronismes primaires, place des dosages veineux étagés, revue d'une série de 62 patients, Chaffanjon, Pirvu et Guigard. Bien, monsieur, le micro, c'est pas la peine? Ça suffit? D'accord, très bien, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci de me permettre maintenant de présenter devant vous l'expérience grenobloise en matière de prise en charge de l'hyperaldostéronisme primaire. Je vais particulièrement insister sur la place donc, des dosages veineux étagés dans le bilan préopératoire de ces patients. L'hyperaldostéronisme primaire, c'est donc une cause d'hypertension artérielle secondaire qui est possiblement curable par le chirurgien. Classiquement, on admettait qu'il y avait un patient sur 3 qui était porteur d'un adénome corticotrope sécrétant, 2 patients sur 3 porteurs d'une hyperplasie bilatérale des surrénales et quelques cas de corticosurrénalome malin sécrétant. Et donc le principe thérapeutique était pendant de nombreuses années d'opérer les adénomes sécrétants et surtout de ne pas opérer les hyperplasies. En fin de compte, les idées ont beaucoup changé. Parce que, entre autres, on s'est aperçu qu'il y avait des hyperplasies asymétriques, peut-être même des hyperplasies unilatérales, qu'il y avait des adénomes millimétriques qui étaient déjà symptomatiques, qu'il y avait des hyperplasies macronodulaires qui ressemblaient beaucoup à des adénomes parfois bilatéraux, et puis il y avait parfois aussi des patients qui avaient des hyperplasies bilatérales et qui pouvaient très bien porter un adénome non sécrétant sur une de leurs glandes. Et puis, il y a dans la littérature un article qui provoque un peu la communauté chirurgicale. C'est cette publication d'auteurs néerlandais en 2009 qui ont colligé pratiquement toutes les séries de la littérature qui portaient sur les dosages veineux étagés. Alors, bien évidemment, il y a des séries de toutes les époques, de 81 à 2008. Donc, c'est une série qui est très hétérogène. Mais il y avait quand même dans cette série 950 patients qui étaient présentés, rassemblés. Et les auteurs concluaient en disant que 38% des patients opérés sans dosage étagé étaient opérés à tort. Alors, il faut donc se poser la question, il faut se reposer la question en 2012 de savoir comment faire le bilan d'un hyperaldostéronisme primaire. Pourquoi? Parce que l'imagerie conventionnelle, scanner ou IRM, a fait beaucoup de progrès, évidemment. Ensuite, on a de plus en plus souvent des hyperaldostéronismes qui sont découverts dans le cadre de bilans d'incidentalome. On a de plus en plus souvent des formes précoces parce que les cardiologues dépistent l'hyperaldostéronisme précocement dans la vie d'un hypertendu. Pourquoi aussi? Parce que la surrénalectomie cilioscopique est devenue une intervention fiable. Et aussi, on en parlera à la fin, parce qu'il y a peut-être une place pour la surrénalectomie unilatérale dans les pathologies bilatérales hyperplasiques. Alors la série que je vous rapporte est donc une série monocentrique de 1998 à 2011. 90 patients ont été pris en charge au CHU de Grenoble pour un hyperaldostéronisme primaire. Je ne reviens pas sur le bilan biologique qui suit les règles habituelles de recommandation. J'insiste sur le fait que tous les patients avaient une hypokaliémie traitée et même certains patients avaient une hypokaliémie résistante au traitement médical. Tous les patients avaient une hypertension artérielle ancienne, même si les choses, je viens de vous le dire, changent un petit peu actuellement. Donc la durée de l'hypertension était de 134 mois en moyenne. Tous les patients qui ont été opérés avaient une hypertension artérielle traitée instable ou compliquée ou résistante au traitement médical. Et en particulier, tous ces patients avaient de nombreux traitements antihypertenseurs, en moyenne 2,5 traitements par patient. Alors voici l'algorithme décisionnel que nous avons suivi depuis le départ, donc depuis 1998. Donc les 90 patients ont eu une imagerie par TDM ou IRM. Chaque fois que l'imagerie montrait un nodule de plus de 15 mm sur une des glandes, le patient était dirigé vers le chirurgien. Chaque fois que, à l'inverse, les glandes surrénales paraissaient normales, ou il existait des images bilatérales, ou éventuellement il existait une image unilatérale mais douteuse par sa taille, par sa forme, les patients étaient dirigés vers un dosage veineux étagé. Donc il y a eu 38 patients qui ont eu des dosages veineux étagés.
Malheureusement, 13 fois, ces dosages n'ont pas été sélectifs, donc c'est un bilan qui n'a pas été contributif, et ces patients ont été dirigés vers un traitement médical. Les 25 dosages veineux étagés réussis, entre guillemets, sélectifs donc, ont été étudiés, et lorsqu'il y avait un gradient latéralisé, le patient était confié au chirurgien. Lorsqu'il n'y avait pas de gradient, le patient était traité médicalement. Et il y a eu un cas un peu particulier d'un patient qui avait un gradient sur le dosage veineux étagé, mais une image contralatérale douteuse. Et pour ce patient qui avait donc un bilan contradictoire, il a été décidé de faire un traitement médical seul. Je reviens un instant sur les dosages veineux étagés. Donc, vous avez vu qu'il y avait 38 patients qui en ont bénéficié, avec une morbidité très faible, 2,8%. En fait, c'est un cas d'hématome de la loge surrénalienne, sans nécrose surrénalienne sur les contrôles à distance. Par contre, la sélectivité était mauvaise, puisqu'il n'y avait que 66% environ de dosage sélectif, et quasiment toujours à cause d'un défaut de cathétérisme de la veine surrénalienne droite. Quelques mots sur le geste chirurgical lui-même. Donc 60 patients ont été opérés par célioscopie, pas de mortalité, une morbidité faible, avec 2 points importants, une conversion pour une plaie de la veine cave qui n'a pas pu être suturée par célioscopie, néanmoins avec des suites simples, sans transfusion, et puis une collection péripancréatique caudale qui a nécessité un drainage radiologique percutané avec des suites simples. L'histologie de ces glandes a montré 46 fois un adénome. 2 fois, les glandes ont été jugées normales à l'examen histologique et 14 fois, il existait des glandes hyperplasiques. Les patients ont tous été suivis avec une médiane de 40 mois. Les patients opérés chirurgicalement ont tous eu une correction de l'hypokaliémie avec un arrêt de toutes les médications à visée potassique. Tous ont eu une normalisation de la pression artérielle sanguine, avec 38% des patients qui ont pu arrêter tout leur traitement, 45% qui ont diminué considérablement leur médication pour passer de 2,5 médicaments à 1 par patient, et puis 16% des patients ont dû conserver le traitement identique. Les 2 patients qui avaient une glande normale en histologie ont eu une correction complète de leur pression artérielle avec arrêt complet de leur traitement. Donc on peut évoquer éventuellement un microadénome qui serait passé inaperçu. Il faut savoir que l'extraction des glandes se fait par les orifices de trocar sans agrandissement, avec donc des glandes qui sont abîmées lors de l'extraction. Il est possible que ces microadénomes aient pu passer inaperçus. 14 patients ont donc été opérés pour hyperplasie. 10 d'entre eux ont dû garder le même nombre de médicaments antihypertenseurs, mais là encore, ces patients ont eu une pression artérielle absolument normalisée. Si l'on compare maintenant la population des opérés et des gens traités médicalement, eh bien, il y a 2 points importants qui sont significatifs. C'est d'abord le nombre de médications antihypertensives qui est considérablement plus basse chez les patients opérés que chez les patients non opérés. Et la différence de pression artérielle systolique entre la première prise en charge du patient et la fin du suivi était beaucoup plus importante dans le cadre des patients opérés que chez les patients non opérés. Commentaire. Alors, premier commentaire, vous avez pu voir que les dosages étagés que nous vous rapportons ne sont pas souvent sélectifs, puisqu'il y a simplement une sélectivité de 66% environ. Si l'on reprend par contre les derniers dosages étagés depuis 2008, la sélectivité a augmenté à 76% et elle continue à augmenter. Donc il y a une courbe d'apprentissage. Ça reste un examen techniquement difficile qui est réservé à 2 ou 3 opérateurs dans notre équipe. C'est une technique difficile, une technique coûteuse, complexe. Il faut ajouter 300 € environ de dosage étagé, 300 ou 400 € de bilan biologique, plus le prix d'une hospitalisation de journée. C'est donc un bilan préopératoire qui est quand même complexe. Les problèmes de sélectivité sont fréquents, mais c'est vrai qu'en général, dans la littérature, on trouve 75 à 80% de sélectivité. Donc nos résultats ont été pendant quelques années un peu insuffisants. Ils sont en train de se corriger. Commentaire plus important maintenant, si on revient sur la prise en charge que je vous propose ici,
Je pense qu'on peut conclure que l'algorithme décisionnel qu'on vous présente est pertinent, efficace, simple. Les résultats sont satisfaisants, on a une morbidité qui est quand même faible. Tous les patients sont débarrassés du problème des troubles de la kaliémie. Tous les patients ont une pression artérielle normalisée dans les suites. Et donc, 45% continuent un traitement allégé, 38% n'ont plus besoin de traitement, et il reste quelques patients qui conservent un traitement à l'identique. Mais, encore une fois, la pression artérielle étant normalisée, on peut estimer qu'il y a un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire pour leur avenir. Si l'on compare maintenant cette prise en charge avec les séries importantes de la littérature, j'ai retenu 4 publications qui m'ont paru plus importantes. La première, c'est celle-ci, qui est celle de l'équipe d'Orlo Clark de San Francisco, qui, un peu comme nous, utilise dans le bilan de ces patients une imagerie conventionnelle et, à la demande, des dosages veineux étagés. Il y a 59 patients qui sont rapportés. L'article pêche un peu par le fait qu'il n'y a pas d'analyse histologique détaillée. En tous les cas, les résultats sont absolument identiques aux nôtres d'un point de vue de la kaliémie et du contrôle de la pression artérielle. Ensuite, l'article de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière avec 57 opérés. Là, par contre, très peu de dosages étagés, 2 seulement. Donc, beaucoup de patients, 37%, présentaient une hyperplasie. Et malgré tout, là encore, on trouve dans les résultats 96% de contrôle de la pression artérielle et de la kaliémie, un petit peu comme dans notre série. Si l'on regarde maintenant, en quelque sorte, les opposants à cette méthode, c'est-à-dire les partisans d'un dosage veineux étagé systématique, il y a tout d'abord cette série marseillaise de la Timone, qui présente 67 patients qui ont tous eu scanner et dosage veineux étagé. Parmi eux, 29 ont été considérés comme à opérer. Malheureusement, dans la série, 14 seulement ont été opérés. Parmi eux, il y avait néanmoins quand même 14% d'hyperplasie. Donc, on peut quand même dire qu'un bilan exhaustif avec scanner et dosage veineux étagé n'empêche pas les erreurs diagnostiques, donc 14% des cas. L'autre article que j'ai noté, c'est celui de la Mayo Clinic, qui rapporte 200 patients opérés d'hyperaldostéronisme primaire, pardon, pas opérés, 200 patients avec un hyperaldostéronisme qui ont eu un bilan scanner et dosage étagé. Les auteurs concluent que 21% de ces patients n'auraient pas été opérés s'il n'y avait pas eu de dosage étagé. On peut leur avancer que dans l'algorithme que nous présentons, ces patients auraient en quelque sorte été récupérés, puisque ces patients qui n'ont pas d'image évidente en imagerie ont un dosage dans notre expérience. Et 24% auraient été opérés de façon inappropriée ou abusive. Là encore, c'est peut-être une conclusion hâtive que je vais détailler maintenant. Pourquoi est-ce que c'est une conclusion hâtive? Parce qu'il y a peut-être un intérêt à opérer unilatéralement des hyperplasies bilatérales. J'ai sélectionné 2 publications, une américaine et une australienne, qui sont récentes. Les auteurs présentent pour l'un 15 patients, pour l'autre une soixantaine, je crois, qui étaient tous porteurs d'une hyperplasie évidente sur l'imagerie, mais qui avaient un tel déséquilibre tensionnel qu'ils ont décidé de leur proposer une chirurgie guidée soit par les dosages veineux étagés, soit par les différences de taille entre les côtés gauche et droit. La première série montre que dans 80% des cas, il y a eu une amélioration tensionnelle avec un suivi de 26 mois. L'autre série, la série australienne, montre simplement 65% de meilleur contrôle tensionnel. Donc encore une fois, chez des patients qui avaient une pathologie bilatérale opérée d'un seul côté. Il y a peut-être une autre façon d'aborder le problème de ces dosages étagés, c'est d'imaginer le point de vue économique. Peut-être qu'il n'est pas inutile, encore une fois, d'opérer unilatéralement des patients qui ont une pathologie bilatérale. C'est ce qui était montré dans un article de 2002, un article canadien, qui prouvait que les patients qui avaient subi une surrénalectomie pour hyperaldostéronisme primaire, par le simple fait de diminuer leur consommation de traitements antihypertenseurs, représentaient une économie de 20 000 € à l'époque, en 2002, par patient. Enfin, vous avez vu que dans l'algorithme décisionnel, il y avait un patient qui nous avait posé problème, c'était celui qui avait un dosage veineux étagé avec un gradient d'un côté et une image douteuse au scanner de l'autre côté. Ce patient, nous avons décidé de ne pas l'opérer.
Et du coup, nous nous sommes penchés dans la littérature pour voir un petit peu quelle était l'expérience qui pouvait être rapportée dans ce domaine. Et l'article le plus intéressant, c'est celui d'Ishidoya, qui a une série de 174 patients opérés d'hyperaldostéronisme primaire, avec systématiquement scanner et dosage veineux étagé. Et dans son expérience, 4 patients ont été opérés avec un profil comme le nôtre, c'est-à-dire avec une image d'un côté au scanner et un dosage avec un gradient de l'autre côté. Ils ont fait confiance au dosage veineux étagé, et dans les 4 cas, ils ont trouvé un microadénome sécrétant, et les patients ont été guéris de leur hypertension. Alors en conclusion, je voudrais dire que l'algorithme que nous utilisons depuis maintenant les années 90 nous semble fiable, nous semble simple, nous semble important pour ne pas négliger des patients qui méritent une intervention parce qu'ils ont un gradient et pas forcément d'image évidente. Notre algorithme sera encore plus performant avec l'amélioration de la sélectivité des dosages étagés. Ces dosages étagés ont été une vraie révolution pour nous, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'on décidait d'opérer des patients qui n'avaient pas d'image radiologique et qui avaient un gradient. Ça s'est passé 3 fois dans notre série, avec un résultat couronné de succès, mais c'était quand même un risque de faire confiance à un dosage étagé et ne pas faire confiance à l'imagerie. Est-ce que l'étape suivante, ça va être de faire confiance au dosage étagé alors que l'imagerie nous oriente de l'autre côté? C'est encore à décider, on n'a pas encore franchi le pas, certaines équipes le font. En tous les cas, toujours pour des patients qui ont des contrôles hypertensifs impossibles par les médicaments. Et puis enfin, il y a sans doute une place pour la chirurgie unilatérale dans les hyperplasies, mais il faut sans doute attendre encore pour avoir plus de recul et surveiller l'évolution cardiovasculaire de ces patients pour en être persuadé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, je dois dire que j'ai une petite expérience de cette maladie parce que le service de cardiologie de l'hôpital où je travaillais était très spécialisé pour l'hypertension. Et j'avoue que vous me surprenez, mais nous, le principe, c'était de ne pas opérer les hyperplasies, dont on me disait qu'elles étaient trop souvent bilatérales, et tout le principe était d'essayer de les différencier. L'image n'est pas toujours celle d'un adénome de Cône. Il y a des adénomes pléomorphes qui peuvent tromper. Bien sûr, bien sûr. Et Denis Lyonnais, qui était radiologue très, très affûté, faisait même des phlébographies surrénaliennes en même temps que le dosage étagé. Avez-vous des réflexions? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une autre expérience de cette chirurgie surrénalienne pour hyperplasie? Parce que ça, c'est quand même relativement contestable ou Frédéric. contesté. On a un petit désaccord, donc on va défendre l'opinion marseillaise. Je trouve que la présentation est remarquable parce qu'elle est extrêmement synthétique, elle est extrêmement claire et elle correspond à un raisonnement qui est limpide derrière et qui est plein de bon sens. Le petit bémol dont on a émis, le parti pris qu'on a à Marseille, c'est effectivement de faire un cathétérisme à tous les patients maintenant. On ne discute plus. Il est évident que la manière dont l'algorithme est présenté, que quand on sélectionne sur l'imagerie morphologique des patients qui ont une lésion de plus de 10, 15 ou 20 mm en fonction des équipes, une glande normocontrolatéral, il y a une probabilité faible que dans ce groupe de patients, le KT puisse changer l'attitude. Mais selon nous, elle n'est pas zéro. Oui. Et peut-être que cet algorithme présenté peut être le plus coût-efficace. Mais c'est vrai que je trouve que les données du KT sont encore quand même très préliminaires, sont discordantes d'une équipe à l'autre. Le problème est également la définition morphologique des lésions. Certains vont vous dire que cette glande a une petite hyperplasie, celle-ci est micronodulaire. Oh non, elle est normale. Que pour l'instant, nous, on a pris le parti de faire un cathétérisme à tous les patients. Mais très jolie présentation, merci. Merci. Juste un petit commentaire, c'est effectivement, c'est quand même un examen qui est très opérateur dépendant, tu nous l'as décrit, qui est quand même coûteux et qui finalement va être utile à très peu de patients, en fait. Est-ce que, parce que la série a commencé en 98, est-ce que finalement l'imagerie conventionnelle comme le scanner n'a pas fait de progrès, c'est-à-dire les malades qui n'étaient pas dépistés en 98 auraient pu être dépistés, un petit microadénome sur une imagerie
des années 2000. Alors, on n'a pas revu et quelques. effectivement les images des scanners les plus anciens, mais c'est bien possible. C'est ce que j'ai dit en présentation, parce que la qualité actuelle des scanners multibarrettes permet de descendre encore plus bas sur la taille des nodules. Et c'est vrai que peut-être que les 15 mm maintenant passent à 10 mm, par exemple. Je suis bien d'accord. Vous savez que tout est filmé, alors annoncez bien votre Pardon, qualité. Jean-Louis Krams de Poitiers. J'avoue que je serais assez partisan, comme beaucoup de gens dans la littérature, de rendre un peu plus systématique ces dosages véno-étagés, bien sûr fait par des gens expérimentés, mais je pense que le résultat est plus fiable sans doute que l'imagerie morphologique, vu le grand nombre d'incidentalomes surrénaliens. Et j'aurais tendance à faire plus confiance au dosage véno-étagé qu'à l'imagerie finalement. Ben, on n'a pas osé le faire. Je ne sais pas si d'autres dans la salle ont osé opérer des patients contre l'imagerie, mais en suivant le dosage. Bien, merci beaucoup.